Bonjour à tous, je m'appelle Renaud Gaucher, je suis docteur de l'université Erasme de Rotterdam, où j'ai fait une thèse par article sur l'innovation dans la mesure du bien-être. J'ai eu la chance d'avoir pour mentor le professeur Ruud Veenhoven, qui est un des pères de la science du bonheur. Et je suis ici pour vous faire une présentation qui a pour titre « Existe-t-il une science du bonheur ?» Alors, en guise d'introduction, je vous propose de voir une courte histoire de la notion de bonheur en Occident depuis l'Antiquité grecque, et je vous propose de voir cette courte histoire en 6 moments. Le premier moment, ce sont les premiers vestiges d'une réflexion sur le bonheur, et ces premiers vestiges, on les trouve avec les philosophes de l'Antiquité grecque, par exemple Aristote, et on va voir dans la suite de la présentation que cette pensée de l'Antiquité grecque sur le bonheur a toujours beaucoup d'influence, aujourd'hui encore, sur la recherche actuelle. Le deuxième moment, là on est plutôt dans l'Antiquité romaine. Il y a cette idée dans l'Antiquité romaine qui est que le bonheur n'est pas du domaine des êtres humains, qu'il est du domaine des dieux, que les êtres humains ne peuvent pas être heureux, que seuls les dieux peuvent être heureux. Et il y a cette idée-là, on la retrouve encore d'une certaine manière aujourd'hui, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire, eh bien, le bonheur, ça n'existe pas. Et cette idée que le bonheur n'existe pas pour les êtres humains, finalement, c'est une idée qu'on retrouvait déjà principalement dans l'Antiquité romaine. Troisième moment que je veux vous présenter, on reste dans l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, vous avez une religion qui va se développer, notamment en suivant les routes des légionnaires, c'est le christianisme. Et avec le christianisme arrive une autre idée de la notion de bonheur, c'est-à-dire que le bonheur peut être humain, mais il est après la mort. Il est après la mort et il est dans la notion notamment de paradis. Quatrième moment que je veux vous présenter, là on fait un grand saut dans le temps, on arrive à l'époque des Lumières, on arrive au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, vous avez un mouvement de déchristianisation qui commence, notamment principalement dans les milieux marins, et puis il y a aussi ce mouvement de déchristianisation qui commence aussi chez certains intellectuels. Et il y a cette idée sur le bonheur qui est que le bonheur peut être terrestre. Ça peut être compliqué parce qu'au XVIIIe siècle, si on reprend les mots de Pierre Goubert, qui est un historien français, alors il parlait plutôt pour le XVIIe siècle, mais c'est valable aussi pour le XVIIIe siècle, il expliquait qu'il fallait 2 enfants pour faire un adulte, tout simplement parce que sur 2 enfants, il n'y avait qu'un seul enfant qui arrivait à l'âge adulte au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais il y a cette idée, avec les Lumières, que le bonheur peut être terrestre. Fin XIXe siècle, début XXe siècle, vous avez le début de l'essor des sciences humaines et sociales en tant que recherche. Au départ, il n'y a pas d'intérêt vraiment pour le bonheur. Et je vais vous parler d'une chose qui s'est passée au tournant des années 1970-1980. Donc là, on est plutôt vers la fin du XXe siècle, 1970-1980. Vous avez 2 personnes qui, à cette époque-là, ne sont pas encore les grands chercheurs qui sont devenus ensuite. Ces 2 chercheurs sont Ed Diener et Ruud Veenhoven, dont on reparlera un petit peu après. Et ils commencent à travailler sur le bonheur. Et le sujet du bonheur est considéré à ce moment-là comme un sujet qui est problématique, un sujet qui n'est pas sérieux au niveau académique. Et ces 2 chercheurs, qui sont devenus depuis des pères de la science du bonheur, eh bien, ces 2 chercheurs connaissent des difficultés avec le monde académique du fait de cette recherche sur le bonheur. Et puis, dernier moment que je voudrais vous présenter, on est au milieu des années 90, exactement en 1996. Vous avez 2 chercheurs qui s'appellent Lykken et Tellegen, qui publient un article scientifique qui s'intitule « Happiness is a stochastic phenomenon ». Donc, le bonheur est un phénomène stochastique. Par le titre, en fait, ce qu'ils veulent expliquer, c'est, dans l'article, ils montrent en fait que le bonheur est essentiel, en tout cas, pour cet article-là, est essentiellement d'ordre génétique, qu'à 80%, le bonheur est d'ordre génétique, et que donc, ils considèrent que vouloir être plus heureux, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, les choses sont fixées.
Leur article va amener de grands débats, et ce d'autant plus qu'il y a des méta-analyses fin des années 70, début des années 80 qui montrent l'efficacité, par exemple, des psychothérapies pour devenir plus heureux. Donc il y a de grands débats, et Lykken et Telegen vont revenir sur ce qu'ils ont dit, et ils vont expliquer qu'ils sont allés un petit peu loin, et qu'effectivement, dire qu'on ne peut pas être plus heureux, c'était une erreur. Alors, existe-t-il une science du bonheur ? Pour répondre à cette question, je vous propose de voir 3 parties. La première partie portera sur une histoire de la recherche académique sur le bonheur. Dans cette partie, on va voir quelques concepts centraux qui structurent cette recherche, et puis on va voir des chercheurs, des pionniers, et puis des chercheurs plus récents. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous propose de voir les éléments centraux d'une possible science du bonheur. Nous allons parler des questions de définition du bonheur, de mesure du bonheur, des questions de causalité et des questions aussi de facteurs du bonheur. Et puis, dans une dernière partie, nous verrons quels enseignements on pourrait utiliser à partir de la science du bonheur pour essayer de régénérer la société. Alors, tout d'abord, une histoire de la recherche sur le bonheur et la présentation de 2 concepts centraux, les concepts d'hédonisme et de démonisme. Je vous avais dit tout à l'heure que les philosophes de la Grèce antique, avaient eu une grande influence et avaient toujours une grande influence sur la recherche scientifique, et on le voit à travers ces 2 concepts qui viennent de la Grèce antique. Donc la recherche sur le bonheur est divisée, grosso modo, en 2 grands courants, l'hédonisme et le démonisme. L'hédonisme, c'est le courant dominant, l'hédonisme, c'est le bonheur comme plaisir, et puis le démonisme, c'est le courant challenger, c'est le bonheur comme fonctionnement optimal de l'être humain. À ces 2 concepts majeurs, je voudrais ajouter 2 autres concepts qui sont en lien avec le concept de l'hédonisme. Ces 2 concepts sont l'utilitarisme et l'utilitarisme négatif. L'utilitarisme peut être résumé à travers la formule de Jeremy Bentham, qui est un philosophe anglais du XVIIIe siècle. Et Jeremy Bentham écrit que l'utilitarisme, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. À cette affirmation de Jeremy Bentham, un philosophe autrichien du XXe siècle qui s'appelle Karl Popper, lui va proposer une autre vision des choses qu'on a appelée utilitarisme négatif. Et Karl Popper explique que la souffrance humaine est un appel moral direct à l'aide, alors qu'il n'y a pas d'appel similaire à augmenter le bonheur d'un être humain qui va bien de toute façon. Quand on parle de recherche sur le bonheur, il y a des clans au niveau de la recherche, et donc je vais vous dire moi d'où je parle. J'appartiens au courant hédoniste. Vous le verrez tout à l'heure lorsque je présenterai un certain nombre de définitions et que je vous expliquerai que les définitions hédonistes ou hédoniques sont meilleures. Et j'appartiens au courant de l'utilitarisme négatif. Alors, quelques pionniers. Je voudrais d'abord vous présenter 3 pionniers de la recherche sur le bonheur, 2 dont j'ai déjà un petit peu parlé, et puis un dont je n'ai pas encore parlé, et je vais commencer par lui. Il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Comme son nom l'indique, il est d'origine hongroise. Et Mihaly Csikszentmihalyi, au milieu des années 1970, s'intéresse aux peintres et à la peinture. Il regarde des peintres peindre, et il s'aperçoit que les peintres sont souvent absorbés par leur toile, et lorsqu'ils ont terminé leur toile, ils passent à la toile suivante, et la première toile, ils ne s'en préoccupent plus. Et c'est à partir de ces observations que Mihaly Csikszentmihalyi propose une notion, un concept, qui est le concept de flow. Et ce concept de flow peut être résumé de la manière suivante. Et c'est sans doute quelque chose qui résonnera par rapport à vous, parce que je pense que cet état psychique qui est le flow, vous l'avez vécu, notamment dans le travail. Le flow, c'est on se sent bien, on ne voit pas le temps passer, et on est performant dans les tâches que l'on fait. Donc on se sent bien, on ne voit pas le temps passer, et on est performant. Et c'est un état psychique donc agréable, que l'on voit d'abord dans le cadre du travail, plutôt que dans le cadre du loisir.
Tout simplement parce que pour qu'il y ait un état de flow, il faut un défi, il faut un challenge. Et sans ce challenge, il ne peut pas y avoir d'état de flow. S'il n'y a pas de challenge, alors on est dans l'ennui. Et si le challenge, par contre, est trop important, on va être dans l'anxiété. Et là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de découper le challenge en tâches moins compliquées pour pouvoir continuer à être dans l'état de flow. Donc, premier grand chercheur que je souhaitais vous présenter, Mihaly Csikszentmihalyi, avec ce concept qui est l'état de flow. Deuxième grand chercheur que j'aimerais vous présenter, c'est Ruud Veenhoven. C'est mon mentor, c'est lui qui a été mon superviseur quotidien sur mon doctorat. Donc l'œuvre de Ruud, en fait, ce qui est marquant, c'est la cohérence et la simplicité qu'il amène dans la compréhension de la science du bonheur. Au départ, il y a une définition, donc Ruud a une définition du bonheur, il y a même deux définitions. Il y a la définition longue, qui prend une page, donc je ne vais pas vous la donner. Et puis, il y a la définition courte qui, elle, prend juste quelques mots et qui est « aimer la vie que l'on mène ». Pour Ruud, le bonheur, c'est aimer la vie que l'on mène. Plus on aime la vie que l'on mène, plus on est heureux. Forcément, plus on déteste la vie que l'on mène, plus on est malheureux. Le bonheur, donc, c'est aimer la vie que l'on mène et c'est une évaluation cognitive, c'est-à-dire qu'on évalue nous-mêmes à quel point on aime la vie que l'on mène. Et pour Ruud, cette évaluation se fait de deux manières. Il y a deux grandes sources d'information. La première grande source d'information, c'est ce qu'il appelle le niveau hédonique des affects. Le niveau hédonique des affects, pour faire simple, c'est la différence entre les émotions positives, agréables que l'on vit, exemple la joie, et les émotions négatives, désagréables que l'on vit, par exemple la peur. Plus on vit d'émotions positives par rapport aux émotions négatives, plus on va avoir tendance à aimer la vie que l'on mène. La deuxième grande source d'information, c'est le contentement. Le contentement, pour Ruud, c'est la différence entre la vie qu'on aimerait avoir et la vie que l'on a. Et donc, pour avoir davantage de contentement, soit il faut essayer de se rapprocher de sa vie idéale, soit accepter de ne pas avoir cette vie idéale. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait un petit peu des deux. Là, je vous ai présenté la façon de concevoir le bonheur de Ruud, mais en fait, sa pensée va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé aussi à comment on mesure le bonheur, et il a inventé un système de codification pour mesurer les questionnaires qui mesurent le bonheur. Et ainsi, il a pu expliquer pourquoi certains questionnaires mesurent réellement le bonheur, pourquoi d'autres questionnaires vont plutôt mesurer le niveau hédonique des affects ou le contentement, et pourquoi d'autres questionnaires encore ne mesurent pas le bonheur. Et à partir de ça, à partir de cette classification, eh bien, il a classé les études scientifiques qui sortaient. Sa thèse, et en fait, dans sa thèse, il présente le modèle que je vous ai présenté, et il présente aussi les études qui étaient publiées en son temps, la thèse ayant été publiée en 1984. Et ce travail-là a abouti à la création de quelque chose dont je reparlerai un petit peu plus tard, qui est la base mondiale de données sur le bonheur. Ruud a créé une base mondiale de données sur le bonheur qui rassemble aujourd'hui plus de 16 000 études scientifiques sur le bonheur. Je vais vous parler maintenant de Ed Diener. Ed Diener, c'est un chercheur qui a popularisé parmi les chercheurs en psychologie le concept de bien-être subjectif. Le concept de bien-être subjectif, c'est en fait trois composantes. La première composante, c'est la satisfaction de vie, à quel point je suis satisfait de ma vie. Et donc on voit que cette composante ressemble beaucoup à la définition du bonheur de Ruud, aimer la vie que l'on mène. Il y a juste une différence d'intensité entre être satisfait et puis aimer quelque chose, aimer la vie que l'on mène. Donc première composante du bien-être subjectif, la satisfaction de vie. Deuxième composante, les affects positifs. Troisième composante, les affects négatifs. Et donc, pour avoir un bien-être subjectif plus élevé, il faut avoir une satisfaction de vie plus élevée et ou vivre davantage d'émotions positives et ou vivre davantage d'émotions négatives. Diener utilise le concept de bien-être subjectif
et pas celui de bonheur. Mais lorsqu'on lit ces articles, alors je n'ai pas lu tous ces articles, hein, j'ai peut-être lu 5 ou 10% de ces articles, dans ces articles que j'ai lus, il lui arrive d'utiliser le terme de bonheur et généralement c'est indifférencié par rapport au concept de bien-être subjectif. Alors je vous ai présenté 3 grands pionniers. Je vais vous présenter maintenant des chercheurs plus récents qui sont intéressés à la science du bonheur de manière plus récente. Et je les ai rassemblés en 2 groupes. Et le deuxième groupe, ce sont des chercheurs qui soit vivent en France, soit travaillent en France, soit les deux. Alors je vais commencer par ceux qui ne vivent pas ou qui ne travaillent pas en France. Et je vais commencer par Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, c'est un chercheur en psychologie dont la spécialité, en fait, au départ, n'est pas la science du bonheur. Sa spécialité, ce sont les biais cognitifs. Il a appliqué cette compétence à des questions financières, et c'est un des pères de la finance comportementale. Et il a appliqué aussi ces compétences sur les biais cognitifs à la question du bonheur. Et Daniel Kahneman a proposé un concept. Ce concept, c'est Objective Happiness, donc bonheur objectif. Et il explique le bonheur de la manière suivante. Pour Kahneman, le bonheur, c'est on regarde à chaque moment l'équilibre entre émotions positives et émotions négatives. Et pour savoir si une personne a été heureuse sur une journée, eh bien on fait la moyenne des moments sur la journée. Pour savoir si une personne a été heureuse sur une année, on fait la moyenne sur une année. Et puis sur une vie, on fait la moyenne sur une vie. C'est la conception de Daniel Kahneman du bonheur. Et un autre rapport de Daniel Kahneman qui est en relation avec cette définition-là, c'est qu'il a mis en avant qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient. Et cette différence entre bonheur tel qu'on le vit et bonheur tel qu'on s'en souvient est liée à des biais cognitifs qu'on a dans le cerveau. Et ces biais sont de 3 ordres. Le premier biais, c'est l'importance que l'on donne aux événements récents. Plus des événements que l'on vit sont récents, plus ils ont tendance à influencer l'évaluation rétrospective que l'on fait du bonheur. Autre biais, il y a aussi le poids des événements émotionnellement forts, en positif ou en négatif. Et puis, troisième biais, il y a aussi ce qu'il appelle excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais en fait, j'explique. Il y a en fait la plupart des moments qu'on a dans la vie, eh bien, ces moments-là ne vont pas compter dans la manière dont on va évaluer notre bonheur. Lorsqu'on évalue notre bonheur de manière rétrospective, ne compte en fait que quelques moments de notre vie, et la plupart des moments sont oubliés, et c'est ce qu'il appelle la négligence de la durée. Autre chercheuse, puisque c'est Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson est la chercheuse qui a développé ce qui est aujourd'hui la théorie dominante sur les émotions positives. Les émotions négatives, c'est quelque chose qui est plutôt bien connu, c'est quelque chose qui est moins compliqué que les émotions positives, tout simplement parce que généralement, les émotions négatives sont associées à des comportements relativement simples. Par exemple, j'ai peur. Si j'ai peur, je vais avoir 2 comportements. Premier comportement, fuite, évitement. Deuxième comportement, agression, combat. Les émotions négatives sont liées à des comportements généralement très spécifiques. Ce n'est pas le cas des émotions positives. Et la question derrière ça, c'est si on a des émotions positives, ça sert à quoi ? Et la théorie développée et validée par la recherche empirique, la théorie de Barbara Fredrickson, elle l'a appelée la Broaden and Bult Theory, tout simplement pour dire que les émotions positives élargissent la gamme des pensées et des actions, donc Broaden, et ça permet de construire, Bult, des ressources qu'on peut utiliser pour s'épanouir, mais des ressources aussi qu'on peut utiliser dans des moments compliqués de la vie. Je voudrais maintenant vous présenter 4 autres chercheurs, 4 derniers chercheurs qui ont la particularité de vivre en France, de travailler en France, ou au moins un des deux. Le premier, c'est Andrew Clark.
Andrew est professeur à Paris School of Economics. Il est directeur de recherche au CNRS. Et une de ses grandes spécialités, c'est le travail et le bonheur. Et je voudrais vous parler de certains articles d'Andrew. Le premier s'intitule « Unhappiness and Unemployment », donc malheur et chômage. Et dans cet article scientifique qu'il écrit avec Andrew Oswald, il montre que le chômage, généralement, est involontaire. Je n'ai pas dit que c'était à 100% involontaire, mais généralement, dans la plupart des cas, le chômage était involontaire. Les chômeurs étaient au chômage de manière involontaire. Et il montre ça notamment par le fait que le fait de tomber dans le chômage, c'est un énorme destructeur de bonheur. Dans certaines études, on montre que tomber dans le chômage peut être plus destructeur en termes de bonheur qu'un deuil ou qu'une rupture. Dans un autre article, Andrew montre aussi qu'une personne qui tombe dans le chômage et qui retrouve un emploi ne retrouve pas le niveau de bonheur qu'elle avait avant de tomber dans le chômage. C'est-à-dire que la perte de bonheur que l'on a lorsque l'on tombe dans le chômage, elle continue après qu'on ait retrouvé un emploi. Et puis dans une autre veine, Andrew a travaillé sur le revenu de comparaison. Le revenu de comparaison, c'est tout simplement lorsque on se compare à d'autres personnes, si on ne veut pas voir son niveau de bonheur baisser, il vaut mieux ne pas se comparer à des gens qui gagnent beaucoup plus que nous. Je voudrais maintenant vous présenter une autre chercheuse qui s'appelle Ilona Boniwell. Ilona est professeure de psychologie dans une université londonienne, mais elle vit dans la région parisienne. Et Ilona a développé le plus grand programme sur la psychologie positive au niveau international. Alors la psychologie positive, c'est un champ de la psychologie qui s'intéresse en fait au fonctionnement optimal de l'être humain. Comme le disait tout à l'heure Michel, la psychologie, initialement, et même toujours aujourd'hui, est centrée sur ce qui ne va pas, notamment sur la psychopathologie. Et il y a eu cette idée, parmi les chercheurs en psychologie qui s'intéressaient au fonctionnement optimal de l'être humain, de se rassembler, et sous une même bannière. Cette bannière s'appelle psychologie positive. Ilona, une de ses spécialités, c'est la relation entre l'usage du temps et le bonheur. Et une des choses intéressantes qu'elle a participé à montrer, c'est que lorsqu'on regarde les tâches que l'on fait dans sa vie quotidienne, eh bien, les tâches qui nous apportent le plus de bonheur au niveau hédonique, au niveau plaisir, sont des tâches qui, à la fois, nous apportent beaucoup au niveau plaisir, mais en même temps, ont de la valeur. C'est-à-dire que les tâches qui apportent le plus en termes de bonheur-plaisir sont des tâches qui sont à la fois des tâches hédoniques et eudémoniques. Claudia Senik, c'est une économiste. Elle est professeure à Paris-Sorbonne, à Paris School of Economics aussi, et elle est directrice de l'Observatoire du bien-être, qui est un centre de recherche qui s'intéresse au bien-être et au bonheur en France. Et il y a un article scientifique de Claudia dont j'aimerais beaucoup vous parler. C'est son article « The French Unhappiness Puzzle », The Cultural Dimension of Happiness, donc l'énigme du malheur français, la dimension culturelle du bonheur. Et dans cet article, Claudia montre qu'à niveau socio-économique équivalent, ceteris paribus, comme disent les économistes, eh bien, à niveau socio-économique équivalent, les autres Européens sont plus heureux que les Français, ou les Français sont moins heureux que les autres Européens. Et elle montre que la raison importante, majeure, c'est le pessimisme culturel des Français. C'est-à-dire que la culture française, lorsqu'on veut être heureux, c'est un léger handicap.
Dernier chercheur que je souhaitais vous présenter, c'est Charles-Martin Crume. Charles-Martin Crume est président de l'Association française et francophone de psychologie positive. Il dirige le centre de recherche de l'école de psychologues praticiens de Paris. Et en juillet, il sera le président du réseau européen de psychologie positive. Et une des spécialités de Charles, c'est la relation entre optimisme et performance. Charles a étudié la relation entre optimisme et performance chez des athlètes et il a notamment montré qu'un athlète qui connaît un échec, eh bien, s'il est optimiste, il rebondit mieux qu'un athlète qui est pessimiste. C'est-à-dire que la stratégie optimiste est une meilleure stratégie pour les athlètes, notamment lorsqu'ils connaissent des échecs. Petite note personnelle par rapport au concept d'optimisme et de pessimisme. Donc, ce sont deux stratégies. Généralement, ce qu'on montre la recherche, c'est que la stratégie optimiste, lorsqu'on veut avoir un résultat, c'est la meilleure stratégie. Mais il y a des situations où ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous prenez la route, si vous conduisez, soyez pessimiste. Ça réduira le risque que vous ayez un accident de voiture. Je vous ai présenté, je vous ai fait une petite histoire de la recherche académique sur le bonheur à travers quelques notions et à travers quelques chercheurs. Je vous propose maintenant de plonger un peu plus dans la science du bonheur en regardant, en allant voir les définitions, les questions de mesure, de causalité et de facteurs. Alors, sur les définitions, comment définir le bonheur ? J'ai un principe de base par rapport à la question des définitions, ce principe c'est le suivant. Toute définition est bonne si vous donnez une justification qui fait pour vous de cette définition la plus pertinente. Et j'ai ce principe de base tout simplement parce que il y a des chercheurs qui ont développé des définitions qui ne sont pas forcément des définitions que j'apprécie, mais ce sont d'immenses chercheurs qui sont amplement relayés par d'autres chercheurs et au final, on a le droit d'avoir des définitions différentes du bonheur à partir du moment où on est capable de donner une argumentation qui pour nous semble pertinente. Alors pour moi, je vais faire l'exercice. Pour moi, la meilleure définition du bonheur, c'est aimer la vie que l'on mène, c'est-à-dire que je reprends la définition courte de Ruud-Veenhoven et mes justifications sont les suivantes. D'abord, c'est une définition qui reprend bien ce qu'est le bonheur pour moi, c'est-à-dire un état psychique agréable et durable et stable. Ensuite, c'est une définition qui n'est pas moralisatrice, qui respecte la liberté de chacun. C'est une définition qui fait que vous et moi, on peut avoir le même niveau de bonheur pour des raisons extrêmement différentes. Ça, c'est un point important parce qu'il y a des définitions moralisatrices du bonheur. Troisième raison, c'est une définition stable du bonheur. C'est-à-dire que avec cette définition-là, le niveau de bonheur ne change pas à chaque changement émotionnel. Par exemple, avec la définition de Daniel Kahneman, eh bien, lorsqu'on regarde le bonheur en étudiant la question moment par moment, eh bien, si on a une chute dans les émotions négatives, ça va avoir une influence, en particulier si on mesure le bonheur au niveau de la journée. Donc il n'y a pas cette instabilité, et je trouve que dans le fait qu'il n'y ait pas cette instabilité, il y a quelque chose qui est sécurisant par rapport à la notion de bonheur. Et puis, dernier argument que je souhaite apporter, c'est que c'est une définition qui est simple. Et lorsqu'on veut avoir du pouvoir sur sa vie, c'est mieux d'avoir une définition simple à utiliser plutôt qu'une définition qui fait 3, 4, 5 lignes et qui utilise en plus des fois des mots complexes. Alors, cette définition, pour moi, aimer la vie que l'on mène, c'est la meilleure définition du bonheur, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule bonne définition du bonheur. Le bonheur objectif de Kahneman, de mon point de vue, c'est une bonne définition. Et c'est tellement une bonne définition que lorsque j'ai fait un TEDx sur le bonheur et les politiques publiques, en 2015, la définition que j'ai donnée du bonheur, c'est la définition de Daniel Kahneman, parce qu'à cette époque-là, c'était la définition que je préférais.
La définition de Diener, le bien-être subjectif, c'est aussi une très bonne définition du bonheur. C'est une définition que je trouve plus complexe. Et lorsqu'il faut opérationnaliser les choses, notamment en termes de recherche, je trouve qu'elle est aussi, que cette complexité, on la retrouve aussi à ce moment-là. Donc, ces trois définitions, bonheur objectif, bien-être subjectif, et puis la définition de Vinhoven, Ruud Vinhoven, aimer la vie que l'on mène, ce sont de très bonnes définitions de mon point de vue. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'appartenais au courant hédonique. Ce sont des définitions du courant hédonique. Maintenant, je vais passer à des définitions du courant eudémonique. Je vais vous donner une définition du courant eudémonique. C'est le bien-être psychologique de Riff. Carol Riff, c'est une chercheuse en psychologie, et elle définit le bien-être psychologique de la manière suivante. Elle considère que le bien-être psychologique a 6 composantes. Ces 6 composantes sont l'acceptation de soi, les relations positives avec les autres, l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, le sens au travail et le développement de soi. Non, manque un. Le développement de soi, l'autonomie, le sens au travail, la maîtrise de l'environnement, l'acceptation de soi et les relations positives avec les autres. Donc, c'est la définition de Carol Riff. C'est une définition qui est très utilisée. La difficulté en tant que chercheur qui est dans l'approche hédonique, la difficulté que j'ai avec cette définition-là, c'est que pour moi, on n'est pas sur l'état psychique du bonheur, on est sur des déterminants possibles et en fait important du bonheur, mais on n'est pas sur l'état psychique de bonheur. Lorsqu'on est sur les émotions, lorsqu'on est sur les cognitions, on est sur l'état psychique. Lorsqu'on est sur les concepts utilisés par Riff, on est en fait sur des déterminants possibles du bonheur. Il y a une approche aussi qu'on appelle l'approche hybride, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui en fait simplement, l'approche hybride, c'est on prend des éléments hédoniques et on prend des éléments eudémoniques et on mélange. Dans l'approche hybride, il y a par exemple la définition du bonheur de Martin Seligman, qui est considéré comme le père de la psychologie positive. Et pour Martin Seligman, eh bien, il explique, pour lui, le bonheur, c'est le bonheur authentique, et le bonheur authentique se définit avec 3 composantes, les émotions positives, le sens à la vie et l'engagement. Le souci que j'ai par rapport à ce modèle, alors c'est un modèle qui est très utilisé, hein, et Martin Seligman, c'est un immense chercheur, moi je suis rien du tout par rapport à lui. Mais les soucis que j'ai quand même par rapport à ce modèle, c'est d'abord parler d'émotions positives sans parler d'émotions négatives, ça me pose problème, parce que imaginez 2 situations. Vous avez dans les 2 situations le même niveau d'émotion positive qui est haut. Mais dans la première situation, vous avez un niveau d'émotion négative qui est bas, et dans la deuxième situation, vous avez un niveau d'émotion négative qui est fort. Ça ne sera pas la même chose en termes de situation, en termes de bien-être ressenti. Donc ça, c'est la première difficulté que j'ai avec ce modèle. Et puis la deuxième difficulté, c'est la difficulté aussi que j'ai avec le modèle de Riff, qui est que le sens à la vie et l'engagement sont plutôt des déterminants possibles de l'état psychique de bonheur, plutôt que le bonheur, l'état psychique lui-même. Et puis en plus, dans la notion d'engagement, il peut y avoir une notion un petit peu moralisatrice, qui est qu'il faut être engagé dans la vie. Mais il peut y avoir des personnes qui ont envie d'avoir une vie tranquille, qui n'ont pas forcément envie de s'engager, sachant en plus que d'être engagé dans la vie, d'arriver à un surengagement dans la vie, ça peut mener aussi à, par exemple, à un burn-out. Alors maintenant que je vous ai parlé des définitions du bonheur, comment mesurer le bonheur? On parle de science. Dans la recherche scientifique, on peut avoir une approche, en tout cas en sciences humaines et sociales, on peut avoir une approche qualitative, mais on a aussi une approche quantitative. Comment mesurer le bonheur? En fait, le premier point, c'est que ça dépend de la définition déjà que vous choisissez. Selon la définition du bonheur que vous allez choisir, vous n'allez pas mesurer de la même manière. Il y a un champ en psychologie qu'on appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est le champ de la psychologie qui s'intéresse à la mesure des phénomènes psychiques. Donc on va mesurer l'intelligence, on va mesurer l'amour, et on va mesurer aussi le bonheur.
Et dans ce champ, il y a des questions sur comment mieux mesurer un phénomène psychique. Et notamment, une des questions, c'est est-ce qu'on mesure avec un item ou plusieurs items, avec une question ou avec plusieurs questions. Si je prends par exemple la définition de Ruud Veenhoven, la question, ça peut être, sur une échelle de 1 à 10, j'aime bien cette échelle-là, sur une échelle de 1 à 10, à quel point aimez-vous la vie que vous menez, 1 étant la situation la plus détestable et 10 la situation la plus agréable. De mon point de vue, du point de vue aussi, je m'inscris en fait dans la pensée de Ruud Veenhoven, du point de vue de Ruud Veenhoven, c'est une très bonne mesure du bonheur. Pour beaucoup de chercheurs en psychologie, il y a pour eux un problème, parce qu'ils souhaitent qu'un même phénomène soit mesuré plusieurs fois, afin de pouvoir faire des traitements statistiques sur des réponses et voir s'il y a une cohérence interne entre les réponses d'un même répondant. Et eux vont préférer, par exemple, une échelle où on va dire, je suis satisfait de ma vie, j'aime la vie que je mène, je déteste la vie que je mène. Là, c'est un item inversé. Et avec ces 3 items-là, ils vont être plus contents de la mesure qu'ils vont obtenir que moi, par exemple, avec mon item. Alors, une échelle à plusieurs items, pourquoi pas, mais il faut faire attention à ce que, dans certains cas, les items ne soient pas problématiques. Là, j'ai pris des items qui étaient vraiment extrêmement proches, mais si je prends, par exemple, une échelle dont j'ai mis les items sur la slide en anglais, si on prend cette échelle-là, on peut voir qu'il peut y avoir des petits soucis lorsqu'on essaie d'être très original dans la manière de concevoir les items. Si je prends l'item central, I am satisfied with my life, donc je suis satisfait de ma vie, aucun problème. Là, on est sur une échelle qui mesure le bonheur comme satisfaction de vie. On est en plein sur la mesure de la satisfaction de vie. Si on prend maintenant le premier item, in most ways, my life is close to my ideal, donc dans la plupart des cas, ma vie est proche de mon idéal. Si on est dans l'approche de Ruud Veenhoven, ici on ne mesure pas le bonheur, on mesure le contentement, on mesure la différence entre la vie que l'on a et celle qu'on aimerait avoir. Mais les chercheurs qui ont développé cette échelle ne sont pas dans l'approche de Veenhoven, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas, on peut considérer que cet item est valable. Si on prend maintenant le deuxième item, The conditions of my life are excellent, donc mes conditions de vie sont excellentes, et bien là, si vous vous souvenez de ce que je viens de dire sur la différence entre l'état de bonheur et les causes, les déterminants du bonheur, on ne parle pas de l'état de bonheur. Là, on parle de causes, on parle des conditions de vie, et les conditions de vie, ce sont des causes qui vont, déterminants, qui vont influencer le niveau de bonheur. Donc, est-ce qu'on est sur une mesure de la satisfaction de vie avec cet item-là, cette question-là ? De mon point de vue, non. Si je prends maintenant le dernier item, If I could live my life over, I would change almost nothing. Donc, si je pouvais vivre ma vie de nouveau, je ne changerais quasiment rien. Cet item-là, et c'est quelque chose, par exemple, qu'explique Ruth dans la base mondiale de données sur le bonheur. On peut être à un moment de sa vie où on est extrêmement heureux. Sur une échelle de 1 à 10, on va être à 9, 9,5. Et on peut penser aussi que quelques mois plus tôt, ou quelques années plus tôt, ou quelques décennies plus tôt, on a vécu des choses extrêmement compliquées et on était extrêmement malheureux, et que si on avait su, on ferait les choses différemment. Donc cet item-là, il peut être problématique. Et puis, le quatrième item, So far, I have gotten the important things I want in life. Donc, jusqu'à présent, j'ai obtenu les choses importantes que je voulais dans la vie. Pour parler de cet item-là, je vais raconter une petite histoire qui n'est pas de moi, qui est d'un chercheur qui s'appelle Tal Ben-Shahar, qui est un chercheur américano-israélien. Et Tal Ben-Shahar, lorsqu'il était adolescent, son rêve, c'était d'être champion de tennis et champion de tennis en Israël. Et il a réussi. Il a réussi, dans sa catégorie, à être le numéro 1 pour le tennis en Israël. Et il explique, dans un livre qu'il a écrit, que le soir de cette victoire, il s'est trouvé totalement vide.
il s'est trouvé mal et il ne comprenait pas pourquoi. Il avait atteint le but qu'il s'était fixé, pour lequel il avait fait tant d'efforts, et il se sentait mal. Et il a expliqué que cet événement-là a été le point de départ de son intérêt pour la science du bonheur. Et si je donne l'anecdote de Tal Ben-Shahar, c'est parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Tal Ben-Shahar donc, est un chercheur spécialiste de la science du bonheur, mais il est connu en particulier parce que c'est le chercheur qui a créé le cours de sciences du bonheur à Harvard. Donc en 2006, Tal Ben-Shahar crée un cours sur la science du bonheur à Harvard, et ce cours est un cours qui connaît un succès énorme et devient un des cours les plus demandés par les étudiants, si ce n'est le cours le plus demandé par les étudiants. Et puis, comme je suis ici devant une assemblée, vous me sentez venir, de polytechniciens, je me dis que dans des écoles d'ingénieurs françaises ou dans des écoles de commerce ou des universités, un cours sur la science du bonheur, ça pourrait être une bonne idée. Harvard le fait depuis 2006. Pourquoi pas proposer quelque chose aujourd'hui alors qu'on est en 2024 ? Ceci étant dit, je propose de prendre les questions à la fin. Ceci étant dit, je termine sur la question de la mesure du bonheur avec une question plus technique qui va nous renvoyer sur des questions de machine, d'intelligence artificielle. C'est est-ce que mon degré de bonheur peut être mesuré par une machine, voire une personne autre que moi? Alors oui, on peut demander à des machines de mesurer, on peut demander à des observateurs de mesurer. En fait, on considère que la meilleure mesure du bonheur, c'est nous qui pouvons la donner. C'est-à-dire que la personne qui est la plus capable pour évaluer votre bonheur, c'est vous-même. Il suffit juste, par contre, que vous vous posiez la bonne question. Pour moi, la bonne question, c'est à quel point aimez-vous la vie que vous menez. Mais on a vu d'autres définitions et vous pouvez utiliser d'autres définitions ou vous pouvez créer votre définition du bonheur. Une raison pour expliquer ça, et notamment par rapport aux machines, imaginez par exemple qu'on filme votre visage et on filme vos émotions. Effectivement, on peut imaginer qu'une machine peut analyser vos émotions et faire, par exemple, une moyenne sur une journée, comme propose Daniel Kahneman avec sa définition théorique du bonheur objectif. Mais si on est dans l'approche de Vinoven, bien la machine, elle ne peut pas voir l'évaluation que l'on fait, parce que l'évaluation que l'on fait, de notre bonheur, en fait, elle prend en compte des éléments du passé, des éléments du futur, et tout ça ne se voit pas forcément sur le visage, parce que le visage, en fait, sur le visage, on voit que des choses instantanées, avec en plus les biais culturels, les biais techniques, pour analyser les émotions d'une personne. Alors, j'ai parlé de définition du bonheur, j'ai parlé de comment mesurer le bonheur. Maintenant, je voudrais vous parler des questions de causalité en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement dans la science du bonheur. Et je vais commencer, en guise d'introduction, par vous parler de l'étude qui est, pour moi, l'étude la plus formidable que j'ai lue en tant que chercheur dans ma vie. C'est l'étude des nonnes catholiques. L'étude des nonnes catholiques, okay. Des nonnes, effectivement. Tout commence dans les années 1930. Vous avez des aspirantes nonnes catholiques qui écrivent des lettres pour devenir nonnes. Ces lettres sont récupérées 60 à 70 ans plus tard par 3 chercheurs, Danner, Snowdon et Friesen, qui publie en 2001 une étude scientifique sur les lettres de ces nonnes catholiques. Et les 3 chercheurs ont voulu regarder dans ces lettres, voir à travers ces lettres, à quel point les aspirantes nonnes étaient heureuses au moment où elles écrivaient ces lettres. Et le souci d'abord, c'est qu'il y avait très peu d'émotions négatives qui étaient exprimées dans les lettres. On était un peu dans une lettre de recrutement, elles voulaient devenir nonnes, donc très peu d'émotions négatives. Et ce qui faisait la différence, c'était les différences
la variété d'émotions positives qui étaient exprimées dans les lettres, et aussi la quantité d'émotions positives qui étaient exprimées dans les lettres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé ces nonnes en différents groupes, et notamment les 25% qui exprimaient le plus d'émotions positives et la plus grande diversité d'émotions positives, et les 25% qui exprimaient la plus petite diversité d'émotions positives et le plus petit nombre d'émotions positives dans les lettres. Ces lettres, je l'ai dit au départ, datent des années 30. Les chercheurs font l'étude est publiée en 2001. Ils ont donc les données de longévité des nonnes, et ils se sont aperçus que les 25% d'inspirantes nonnes les plus heureuses avaient vécu 7 ans de plus que les 25% les moins heureuses. 7 ans de plus. En fait, précisément, si on veut être précis, 6,9 ans. C'est moi qui arrondis à 7. Alors, en termes de causalité, c'est peut-être pas la meilleure étude pour parler de bonheur et d'espérance de vie et de durée de vie, mais c'est l'étude, de mon point de vue, la plus extraordinaire, la plus sympathique que j'ai lue. Alors maintenant, si on se centre sur le concept de causalité, la causalité, c'est quoi ? Dans un livre qui s'intitule Harmless Econometrics, Mostly Harmless Econometrics, donc une économétrie pas trop compliquée, livre de Angrist et Pischke. Dans ce livre, ces deux chercheurs, qui sont des économistes, donnent la définition suivante sur la causalité. Ils expliquent que, pour expliquer la causalité, ils donnent l'exemple suivant qui est: imaginez deux univers totalement identiques. Deux univers totalement identiques, vous faites un changement dans un de ces univers et voyez ce qui se passe, et voyez les effets de ce petit changement, et donc voyez les liens de cause à effet. Donc pour eux, la manière de présenter la causalité, c'est cet exemple-là. Et en tant que chercheur, lorsqu'on veut aller vers de la causalité en sciences humaines et sociales, eh bien, on va essayer de miner le moins mal possible cette situation-là. Normalement, la moins mauvaise des solutions, ou la meilleure des solutions, ça dépend la perspective que l'on a dessus, ce sont les études expérimentales. Donc, études expérimentales, on a un groupe contrôle, on a un ou plusieurs groupes de traitement, et puis on compare, on donne un traitement au groupe traitement, et puis on donne rien au groupe contrôle, et puis on voit ce qui se passe. Et s'il se passe des choses, eh bien, on en déduit des choses sur la causalité. C'est la meilleure méthode que l'on a, mais le cadre n'est pas forcément, on dit que le cadre de l'expérimentation est maîtrisé, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de choses qui ne sont pas maîtrisées dans le choix d'une expérimentation. Et puis, il y a aussi le problème que l'expérimentation en laboratoire va être différente de la réalité, ne va pas bien rendre compte de la réalité. C'est pour ça qu'on a une autre technique qu'on appelle expérience naturelle. Expérience naturelle, c'est on regarde ce qui se passe autour de nous, on essaie de trouver des expériences dans la nature, et on essaie d'utiliser ces expériences-là pour construire de la connaissance. Exemple, on prend une politique publique, on regarde ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Par exemple, si on est un petit peu technique, avec ce qu'on appelle une discontinuity regression, donc régression sur discontinuité, on regarde avant, après, et on voit ce qui se passe par rapport à la régression. Est-ce que la politique publique a généré un changement ou pas? Et là, un changement, puisqu'on parle de bonheur, un changement en termes de bonheur. Et puis, donc c'est une façon d'essayer d'approcher de la causalité. Et puis, autre façon, il y a les études longitudinales. Les études longitudinales, on est sur une causalité moins forte encore, on est sur de la causalité probabilistique, et le souci dans les études longitudinales, ça peut être notamment la différence le temps qui s'écoule entre le moment où on fait la première vague de l'étude et le moment où on fait la deuxième vague, et puis le moment où on fait la troisième vague, et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de causalité dans les sciences sociales, ce qu'expliquent certains statisticiens, c'est que certains statisticiens, en fait, essaient de ne pas parler de causalité et essaient d'utiliser
tout autre terme que celui de causalité. Ils vont préférer parler de facteurs, ils vont préférer parler de prédicteurs, mais ils vont essayer d'éviter de parler de causalité parce que c'est un terme qui est trop fort, parce que c'est difficile d'arriver au niveau ultime de la causalité dans la recherche en sciences humaines et sociales. Alors, on a parlé de causalité, je vous ai expliqué que pour certains chercheurs en statistique, c'était compliqué de parler de causalité, qu'ils essayaient d'éviter d'en parler parce que c'était un mot qui était trop lourd, et ils utilisent notamment le terme de facteur. Et donc là, ce que je vous propose de voir, ce sont les facteurs majeurs du bonheur, c'est-à-dire qu'il y a une recherche sur le bonheur, recherche sur comment définir le bonheur, comment le mesurer, mais aussi comment on peut faire en sorte d'être un peu plus heureux. Et sur les facteurs majeurs du bonheur, il y a deux grands types de facteurs, les facteurs internes, les facteurs externes. Dans les facteurs internes, vous avez les facteurs biologiques, la génétique, la santé physique, les neurotransmetteurs, etc. Les facteurs génétiques, c'est un facteur qui est considéré comme extrêmement important. C'est-à-dire que vous avez des chercheurs aujourd'hui qui considèrent que la génétique, c'est 50% du bonheur. Je ne suis pas forcément d'accord pour une raison dont je reparlerai un petit peu plus tard, mais vous avez des pays où lorsque vous naissez dans le pays, votre espérance de bonheur c'est 8 sur une échelle de 0 à 10, alors qu'elle est de 4 dans d'autres pays. Donc je ne suis pas sûr que la génétique puisse être toujours explicatif à 50% du bonheur. À côté des facteurs biologiques, vous avez les traits de personnalité. Vous avez des traits de personnalité qui favorisent le bonheur, l'extraversion, l'optimisme, l'estime de soi. Et puis, vous avez des traits de personnalité qui défavorisent le bonheur. C'est le cas du névrosisme. Le névrosisme, c'est l'instabilité émotionnelle. Et puis, toujours dans les facteurs internes, vous avez ce qu'on appelle les activités volitionnelles, les activités intentionnelles. Être gentil avec les autres, faire du sport, faire des efforts pour réaliser des buts importants pour soi, faire des efforts pour des causes qui ont du sens pour soi. Donc ça, ce sont des facteurs volitionnels, intentionnels, des activités que l'on fait et qui peuvent favoriser notre niveau de bonheur et peuvent le favoriser de manière durable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète les activités, il va y avoir un effet durable sur le bonheur. Et puis, à côté de ces facteurs donc, internes, il y a des facteurs externes. Au niveau macro, vous avez la richesse du pays, le degré de liberté, le fait qu'il y ait une bonne sécurité sociale, la qualité des institutions, les conditions écologiques, l'égalité femmes-hommes. Au niveau méso, au niveau intermédiaire, vous avez l'autonomie. Donc là, ça renvoie à l'approche de Riffe, qui considérait l'autonomie comme une des composantes du bien-être psychologique. Et puis, au niveau micro, vous avez le revenu, le rang social, les relations proches ou lointaines, etc. Alors, on est quasiment à la fin de cette deuxième partie de présentation du cœur de la recherche sur le bonheur. Et je vous avais parlé de la base mondiale de données sur le bonheur qui a été développée par Ruud Veenhoven. Je pense que pour montrer la réalité de la recherche sur le bonheur et le fait qu'il y a réellement que la science du bonheur est réellement une science, même si ce n'est pas une science exacte, on est dans une science humaine et sociale, eh bien je pense que la meilleure représentation, c'est la base mondiale de données sur le bonheur. Alors j'ai fait une capture d'écran de cette base qui s'appelle World Database of Happiness. Et dans cette base, actuellement, alors ça a augmenté depuis, mais vous avez plus de 16 000 publications qui sont rassemblées dans cette base. Et ces publications sont rassemblées par manière dont est mesuré le bonheur. C'est-à-dire qu'on vous dit, bien, telle étude mesure le bonheur de telle façon, telle autre étude, on ne l'a pas retenue parce qu'elle ne mesure pas le bonheur, et on vous explique pourquoi. Dans cette base de données, si par exemple vous voulez faire une recherche sur bonheur et pollution, eh bien, vous allez pouvoir aller dans la base de données, vous tapez, il y a différents moyens pour trouver les études sur la pollution, et vous allez pouvoir avoir une liste d'études sur la pollution avec un travail préparatoire
avec le codage sur les mesures du bonheur, savoir à quel point c'est une bonne mesure du bonheur ou pas, et aussi ne pas avoir d'études parasites qui seraient sur d'autres sujets. Et donc ça, c'est la grande œuvre du professeur Rudinoven, qui, dans sa thèse, a fait sa thèse sur les conditions sociales du bonheur humain, a développé un cadre conceptuel cohérent sur le bonheur, avec une définition, avec une compréhension de la mesure du bonheur, et ensuite a commencé à agglomérer les études qui sortaient sur le bonheur. Et un des intérêts de la base, c'est par exemple si on veut faire une étude sur bonheur et consommation, eh bien, très facilement, on peut utiliser, bon, il faut un peu de travail quand même, mais on peut utiliser la base de données pour faire une étude qui rassemble à peu près toutes les études qui existent sur bonheur et consommation. Si vous voulez faire une étude sur bonheur et le fait de manger sainement, vous pouvez le faire aussi. Alors, j'ai dit, si vous voulez faire, en fait, les deux idées que j'ai données, c'est des idées que Ruth a déjà faites, hein, donc elles ont déjà été faites, mais il y a plein de possibilités comme ça de recherche, et je pense que pour prouver qu'il y a une recherche sérieuse sur le bonheur, voire même que c'est une science, je pense que la meilleure démonstration, c'est cette base mondiale de données sur le bonheur. Alors je vous propose maintenant de voir la dernière partie de cette présentation. Et cette dernière partie est centrée sur une question, et cette question c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la science du bonheur pour essayer de régénérer la société? Alors au départ, il y a un souci. Est-ce qu'il y a vraiment des énoncés robustes dans la science du bonheur? On a vu qu'il y a des différences dans la définition du bonheur. Donc déjà, à partir du moment où on veut parler de bonheur dans la société, quelle définition on prend? Moi, je vous ai donné mon avis, mais vous avez le droit d'avoir un avis différent. Et vous avez des chercheurs qui sont extrêmement bien, qui sont d'immenses chercheurs, qui ont des avis différents du mien. Et vous avez d'immenses chercheurs qui pensent que la bonne définition, c'est la définition A, et puis d'immenses chercheurs qui pensent que la bonne définition, c'est la définition B, puis d'immenses chercheurs qui pensent que la bonne définition, c'est la définition C, puis etc. Donc, il y a des différences dans la définition du bonheur. Donc, ça pose déjà un problème en termes de robustesse. Même si généralement, la définition la plus utilisée, c'est la définition de la satisfaction de vie. C'est le bonheur comme satisfaction de vie, c'est-à-dire une définition qui est proche finalement du aimer la vie que l'on mène de Rudinoven. Donc ça, c'est le premier point sur la question de la robustesse. Deuxième point, en sciences humaines et sociales, je ne m'y connais pas en sciences physiques, donc je ne pourrais pas dire sur ça, mais en sciences humaines et sociales, ce qui est vrai dans 10 études n'est pas forcément vrai dans la 11e. Et je vais vous montrer ça avec deux exemples. Le premier exemple, c'est l'étude Happiness in Rotterdam, donc Bonheur à Rotterdam, qui a été écrite par Piet Hoefneel et Rudinoven. C'est une étude qui est très peu citée, mais que moi, j'adore. Dans cette étude, en fait, Piet et Ruth étudient le niveau de bonheur des habitants de Rotterdam en relation avec d'autres variables. Et parmi ces variables, il y a le temps de travail. Normalement, dans des études sur bonheur et temps de travail, généralement, les gens qui travaillent plus de 60 heures, ce n'est pas les plus heureux. Dans l'étude de Rotterdam, ce sont les plus heureux. Pas de beaucoup, hein, ce n'est pas statistiquement significatif, hein, mais on voit, lorsqu'on voit le graphique, plus les gens travaillent longtemps, en nombre d'heures par semaine, plus ils sont heureux. Ce qui est un résultat qui peut être un petit peu surprenant. Et donc on est dans cette idée que ce qui est vrai dans 10 études n'est pas forcément vrai dans la 11e. Et puis le deuxième exemple que je souhaitais vous donner, c'est sur les questions de bien-être au travail et de performance. Il se trouve qu'un de mes domaines de compétences en tant que chercheur sont les questions de bien-être au travail, qualité de vie au travail et performance. Et avec Ruth, on est en train de travailler sur un papier. Alors je ne sais pas si le papier aboutira un jour, parce que c'est un papier qui est très compliqué, mais bon, on tente de le faire. Et pour ce papier, j'ai checké un petit millier d'études scientifiques sur, pour faire simple, le bien-être au travail et différentes formes de performance.
Alors, la plupart des études sont des études transversales, c'est-à-dire que c'est des études qui ne sont pas forcément très intéressantes. Donc, ce qui est plus intéressant sont les études longitudinales. On est toujours dans cette idée de, bon, est-ce qu'on peut essayer d'avoir un petit peu de causalité? Et donc, le longitudinal, c'est mieux que le transversal. Dans les études longitudinales, le cas le plus fréquent, c'est-à-dire, s'il y a une chose que vous devez garder comme règle, c'est que le bien-être au travail favorise la performance. Que ce soit en termes d'absentéisme, moins d'absentéisme, que ce soit en termes de turnover volontaire, moins de turnover volontaire, ou que ce soit en termes de performance dans la tâche, plus de performance dans la tâche. Le bien-être au travail favorise la performance. Donc ça, c'est le cas général, c'est le cas des 10 études. Mais ça m'est arrivé de tomber sur des études longitudinales avec des mesures objectives de la performance, et pour l'absentéisme, c'est facile, par exemple, d'avoir des mesures objectives de la performance, et d'avoir une relation inhabituelle entre le bien-être au travail et l'absentéisme. C'est-à-dire que les gens qui étaient mieux au travail avaient tendance d'être un peu plus absents. Ce n'est pas du tout le cas général. C'est un cas extrêmement minoritaire, mais ça arrive, et puis ça montre en même temps l'intérêt de la mesure et faire de ce qu'on appelle de l'analytique RH, c'est-à-dire l'analytique RH, c'est-à-dire d'utiliser en fait des statistiques descriptives ou plus complexes dans les questions RH. Autre problème aussi, dont j'ai déjà parlé sur les énoncés robustes, c'est que la plupart des études sur le bonheur en lien avec d'autres variables sont des études transversales qui sont faites en fait à un moment donné, et c'est compliqué en termes d'études de la causalité lorsqu'on a une corrélation, de savoir si la corrélation va de A vers B, de B vers A, si c'est une corrélation qui est bizarroïde parce qu'on a une corrélation entre le bonheur et les éruptions solaires. Donc le souci, c'est que c'est plus facile, c'est moins compliqué de faire des études transversales, et donc on a beaucoup d'études transversales et on a un manque d'études longitudinales, même s'il y a une poussée aujourd'hui dans la recherche pour avoir de plus en plus d'études longitudinales. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des énoncés robustes? Eh bien, on peut dire oui quand même, parce qu'il y a des résultats qui reviennent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur des choses 100% solides, mais il y a des résultats qui reviennent, des résultats qui reviennent plus souvent que d'autres, et c'est une bonne idée de s'appuyer sur ces résultats qui reviennent plutôt que sur ceux qui ne reviennent pas. Alors je vous propose maintenant de passer sur quelques thèmes politiques, puisqu'on parle de régénérer la société. Tout d'abord, la question de l'écologie, de l'économie et du bonheur. Alors, la grande question, peut-être que certains d'entre vous l'avaient en tête depuis le début, l'argent fait-il le bonheur? Je vous donne la réponse définitive. Oui, virgule, mais 3 petits points. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'entends par le oui, un gros oui et un petit mais derrière. L'argent fait le bonheur, et on le voit au moins à 4 niveaux. Premier niveau, quelque chose dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est, sans le préciser que c'était en lien avec ça, c'est la loterie de la naissance. Il y a des personnes qui naissent dans des pays où l'espérance de bonheur, c'est 8. Ils naissent dans des pays où la moyenne en termes de bonheur sur une échelle de 0 à 10, et j'utilise 0 à 10 parce que c'est les mesures utilisées, la moyenne est 8, et autour de 8. Et puis vous avez des personnes, des enfants, qui naissent dans des pays où la moyenne est de 4 sur 0 à 10. Donc il y a le premier élément d'inégalité en termes de bonheur, c'est la loterie de la naissance, et ça, le développement personnel ne pourra rien y changer. Ce qui est marquant ici, ce qui différencie ces différents pays, en fait, c'est le niveau économique des pays. Les pays où on est à 8, c'est des pays riches. Pas tous les pays riches, mais ce sont des pays riches. Les pays où on est à 4, ce sont des pays qui font partie des pays les plus pauvres au monde, et c'est généralement aussi des pays qui sont en guerre. Donc premier élément pour dire que l'argent fait le bonheur, la loterie, les conséquences de la loterie de la naissance. Deuxième raison, c'est la relation curvilinéaire entre revenus et bonheur. Relation curvilinéaire entre revenus et bonheur, ça signifie que plus de revenus au départ, c'est plus de bonheur. C'est associé à plus de bonheur. Et puis on arrive à un seuil, qui varie selon les études, où plus de revenus n'est plus associé à plus de bonheur, ou quasiment pas. Donc ça montre aussi l'importance de l'argent au départ
dans l'influence sur le bonheur. Au départ, l'argent, le revenu, à travers le revenu ici, bien, le revenu a une influence sur le bonheur au départ, et puis à partir d'un certain niveau, cette influence se réduit, voire généralement disparaît. Autre élément pour expliquer que l'argent, oui, ça fait le bonheur, un sujet qui est moins étudié, qu'on commence à étudier un petit peu davantage, qui est le rôle du patrimoine de ce qu'on possède. Et c'est notamment un autre chercheur qui a été formé par Ruud Veenhoven, qui s'appelle Gaël Brulé, qui est un Français, qui a travaillé sur ces questions de bonheur et de patrimoine. Et ce qu'on peut voir, c'est que la relation entre patrimoine et bonheur est sans doute plus forte que la relation entre revenu et bonheur. C'est-à-dire que le patrimoine favorise davantage le bonheur que le revenu. Ce qu'on peut, pour une raison, c'est que le patrimoine, d'une certaine manière, est plus stable. Après, ça dépend ce qu'on a dans son patrimoine, mais généralement, il y a un peu plus de stabilité dans le patrimoine. Et il y a sans doute aussi cette même relation curvilinéaire entre patrimoine et bonheur, c'est-à-dire qu'avoir du patrimoine au début, c'est bien, ça sécurise, et le rôle de l'argent par rapport au bonheur, ça permet d'abord de sécuriser, et puis ensuite de se faire des petits plaisirs. Mais au-delà d'un certain seuil, qui peut varier, eh bien, plus de patrimoine, ça n'apporte pas grand-chose en termes de bonheur. Et puis, dernier exemple, dernier argument pour montrer que l'argent fait le bonheur, un argument auquel on ne pense pas forcément à première vue. Et cet argument, je vais l'expliquer à travers une vieille étude que j'avais lue il y a une quinzaine d'années, qui porte sur la voiture et l'amitié. Le fait de posséder une voiture et l'amitié. Et dans cette étude, on voyait que les personnes qui avaient, en milieu urbain, il y a comparaison en milieu urbain, on voyait que les personnes qui avaient une voiture, étude anglaise, les personnes qui avaient une voiture, eh bien, avaient plus d'amis que les personnes qui n'avaient pas de voiture. Et on voyait aussi que les amis habitaient plus loin. Bon, ça, c'était quelque chose qui était logique. Donc le fait de posséder une voiture, en tout cas dans cette étude, eh bien, ça favorisait le fait d'avoir davantage d'amis et le fait, eh bien, finalement, d'être moins isolé. Donc là, je vous ai donné des arguments pour expliquer pourquoi l'argent fait le bonheur, mais je vous ai dit oui, mais. Donc là, on va voir maintenant le mais. Le mais, c'est en fait qu'on peut être plus heureux avec moins. La première raison, c'est ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Alors la simplicité volontaire, juste une précaution, ça marche dans les pays riches. Je vais expliquer ensuite ce que c'est, mais la simplicité volontaire, ça marche dans les pays riches, ça ne marche pas lorsqu'on a 2 € ou 2 $ par jour pour vivre. La simplicité volontaire, c'est se dire, bon, je vais travailler moins, donc je vais gagner moins, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi, donc je vais être plus heureux. Ça marche. Il y a plein d'études qui montrent que ça marche. Ça marche à partir du moment où c'est un but autoconcordant, c'est-à-dire un but en accord avec vos valeurs. Dit autrement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer d'en haut. C'est chacun qui choisit ou pas d'aller dans la simplicité volontaire. Et les personnes qui font ce choix-là, généralement, ce n'est pas systématique, mais généralement, ont un gain durable en termes de bonheur. Et toujours, la précaution, c'est quelque chose pour les pays développés. Ce n'est pas quelque chose qui marche dans les pays pauvres. Deuxième élément aussi, pour expliquer qu'on peut être plus heureux avec moins, c'est que, et on l'a vu lorsqu'on a parlé des facteurs du bonheur, l'argent, c'est un facteur de bonheur parmi d'autres. Lorsque on a suffisamment d'argent sous forme de revenus et ou patrimoine, si on veut être plus heureux, c'est pas avoir plus d'argent ou plus de patrimoine qui va aider, c'est avoir des habiletés dans d'autres domaines de la vie, des habiletés, des compétences sociales, aussi des habiletés en termes de personnalité. C'est compliqué de changer sa personnalité, notamment à partir de l'âge de 30 ans environ, mais c'est possible. À travers du coaching ou de la psychothérapie, on peut tout à fait changer, avoir des éléments qui changent en termes de personnalité. On peut aussi changer de personnalité légèrement avec des activités.
Par exemple, pour des personnes qui sont introverties, le fait d'essayer de vivre des moments d'extraversion, par exemple en allant danser de la salsa ou de la bachata, eh bien, ça peut aider à être un petit peu moins introverti, voire même commencer à être un petit peu extraverti. Donc, l'argent, c'est un bonheur de facteur, mais c'est qu'un bonheur de facteur. Il y a d'autres moyens pour être plus heureux. Et lorsque l'argent n'a plus d'influence, eh bien, ce sont ces autres moyens-là qu'il faut utiliser. Le premier terme du titre de la slide, c'était écologie. Je n'ai pas encore vraiment parlé d'écologie. Et on va en parler maintenant. Ça donne quoi? Le bonheur dans un monde en décroissance. Il y a un polytechnicien que j'aime bien et qui est très célèbre, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui explique qu'on est dans un monde que notre niveau de richesse dépend de notre consommation énergétique. Le PIB est directement lié à la consommation énergétique. Notre consommation énergétique, alors peut-être un peu moins en France avec le nucléaire, mais au niveau mondial est liée essentiellement aux hydrocarbures. Je ne parlerai pas des questions de changement climatique, juste sur le fait que les hydrocarbures, à l'échelle de la vie humaine, c'est un stock, parce qu'il faut des dizaines de millions d'années, voire même plus, pour pouvoir générer, par exemple, du pétrole ou du gaz. Et ce stock est en train de décroître fortement, et on est sans doute parti pour se retrouver dans un monde où il y aura moins d'énergie. Moins d'énergie, ça signifie moins de production, moins de richesse, et on a vu que moins de richesse, c'est moins de bonheur. Donc, un monde en décroissance, où, toutes choses étant égales par ailleurs, un monde en décroissance, c'est un monde où on sera moins heureux. Alors peut-être que dans les pays riches, le principe de simplicité volontaire pourra aider, mais dans les pays pauvres, ce principe-là ne fonctionnera pas. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compenser, voire même essayer de faire mieux que compenser. Il y a deux stratégies. Première stratégie, c'est compenser en utilisant les nombreux autres facteurs de bonheur, notamment grâce à une instruction sur le bonheur, et on parlera à la fin de la présentation de la relation entre instruction ou éducation et bonheur. Et puis, l'autre moyen, c'est utiliser le modèle curvilinéaire que l'on a vu. Et lorsqu'on regarde le modèle curvilinéaire avec la relation entre revenu et bonheur ou entre patrimoine et bonheur, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est par exemple enlever 500 € par mois à une personne qui gagne 10 000, ça affectera très peu, voire pas du tout son niveau de bonheur, alors qu'enlever 500 € à une personne qui en gagne 2000 ou 1500, ça influencera fortement son niveau de bonheur. Ce qui veut dire que si on veut lier décroissance et le fait de ne pas perdre en termes de bonheur, voire même d'essayer de gagner du bonheur par rapport à la situation actuelle, qui est améliorable, très franchement, eh bien, si on veut ça, ça veut dire que ceux qui décroissent d'abord, ceux qui décroissent fortement, c'est les personnes qui sont les plus riches, et puis après on fait étape par étape sur cette question-là. Donc ça, c'était le premier point entre écologie, économie et bonheur. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est la question de la mesure du bonheur pour améliorer les politiques publiques. Avec deux co-auteurs, Issaka Dialga et Coralie Vénin, on a écrit un article scientifique qui s'intitule « The Indicator of a Happy, Long and Sustainable Life », donc l'indicateur de vie heureuse, longue et soutenable. Dans cet indicateur, on mesure le bonheur avec la définition de Ruud Veenhoven, « aimer la vie que l'on mène ». On le mesure dans une approche utilitariste négative. Ça veut dire qu'on a un traitement statistique des données qui fait que, simple, un traitement statistique, qui fait que plus une personne se déclare malheureuse, plus sa réponse a de poids dans l'indicateur final. Et ce qui est intéressant dans l'indicateur de vie heureuse, longue et soutenable, c'est pas l'indicateur en lui-même. C'est pas l'indicateur en lui-même qui est intéressant, c'est l'idée qu'il y a derrière l'indicateur. Avec mes co-auteurs, on voulait essayer de trouver une idée pour mettre en place quelque chose qui soit plus sexy que le PIB ou le PIB par habitant. Et l'idée qu'on a eue, c'est se centrer sur les buts ultimes, c'est-à-dire construire des indicateurs qui sont centrés sur les buts ultimes. Et comment trouver ces buts ultimes? Eh bien, avec une question toute bête, qu'est-ce qui est réellement important pour moi, pour ma vie?
qu'est-ce qui est réellement important pour moi, pour ma vie? Et la réponse que nous, on a donnée pour l'indicateur qu'on a créé, mais on aurait pu mettre une autre réponse, c'est ce qui est important pour moi, pour ma vie, c'est une vie heureuse, longue et soutenable, et on a rajouté dans une approche qui est une approche utilitariste négative, c'est-à-dire ceux qui souffrent d'abord. Je préfère qu'on fasse attention aux situations où je suis malheureux plutôt qu'on fasse attention aux situations où je suis heureux et on me rend plus heureux. Je préfère aussi, sur la question de la durée de vie, je préfère qu'on fasse attention à ce que je ne meure pas jeune plutôt qu'on fasse attention à ce que je vive 4-5 ans de plus alors que j'ai 90 ans. Donc, approche utilitariste négative. Et cette idée d'indicateur basé sur des buts ultimes, c'est une idée qui pourrait tout à fait être reprise dans les politiques publiques à n'importe quel niveau. On pourrait tout à fait imaginer un indicateur pour une ville, un indicateur différent pour un département, un indicateur différent encore pour une région et un État, tout simplement parce que les citoyens ne sont pas les mêmes et n'ont peut-être pas forcément tous les mêmes buts ultimes dans la vie. Alors, avoir un tel indicateur basé sur les buts ultimes, ça ne permet pas forcément qu'on mette un indicateur de mesure sur le bonheur. C'est-à-dire qu'il faut que, dans cette approche-là, il faut que soit les personnes qui sont en responsabilité, soit les citoyens qui votent ou répondent à des questionnaires, eh bien, mettent le bonheur dans les buts ultimes. S'ils mettent le bonheur dans les buts ultimes, on peut ensuite, comme ça a été fait dans l'étude Happiness in Rotterdam dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut mettre cette donnée-là en relation avec plein d'autres données. Et on peut par exemple se demander, est-ce qu'il y a des catégories sociodémographiques qui sont malheureuses, plus malheureuses que les autres? Et si on trouve des catégories sociodémographiques de personnes qui sont malheureuses, en général, eh bien, on peut, derrière l'étude quanti, on peut faire une étude qualitative, quali, où on va interroger certaines de ces personnes-là pour essayer de comprendre plus en profondeur, et à partir de là, construire une politique publique dont le but, ce ne sera pas d'améliorer directement le bonheur des gens, mais d'agir sur les conditions sociales de leur bonheur, sachant en fait que, d'une certaine manière, tout peut devenir politique. Je prends juste un exemple. Si on regarde, par exemple, la question des psychothérapies, on pourrait dire, faire une psychothérapie, c'est un choix personnel. OK. Mais derrière ça, il peut y avoir un choix financier aussi. C'est-à-dire que s'il y a un État qui permet à des personnes qui ont des difficultés financières d'avoir accès à des psychothérapies, elles peuvent y aller, elles peuvent avoir le choix. S'il n'y a pas cette aide-là, eh bien, ces personnes ne peuvent pas avoir le choix. Donc il y a une dimension politique dans le choix, politique et financière, dans le choix de pouvoir permettre de faire des psychothérapies. Donc il y a cette idée donc, de mesurer le bonheur pour améliorer les politiques publiques, et on peut même aller plus loin. Aller plus loin, ça va vouloir dire on mesure le bonheur, on construit ce qu'on appelle des politiques du bonheur, c'est-à-dire des politiques dont le but c'est de favoriser les conditions sociales du bonheur. Et après ça, lorsqu'on a pensé ces politiques-là, on essaie de les optimiser avec une approche comptable, les optimiser en termes financiers et les optimiser en termes écologiques. C'est-à-dire essayer d'avoir des politiques du bonheur qui soient peu coûteuses d'un point de vue financier et qui soient peu coûteuses d'un point de vue écologique. Et puis après ça, eh bien, essayer de mettre en place ces politiques du bonheur à la place de certaines politiques existantes et qui seraient peut-être moins pertinentes que le type de politique publique qu'on peut construire à partir de la recherche au bonheur. Petite précision sur comment on construit des politiques publiques en lien avec la recherche sur le bonheur. Il y a plusieurs façons de faire. La meilleure façon de faire, c'est revue de littérature, notamment en utilisant la base mondiale de données sur le bonheur, plus études quanti, plus études quali. Ça, c'est la voie royale. Mais il y a aussi, par exemple, imaginez une femme ou un homme politique qui a peur de mesurer le bonheur, parce que mesurer le bonheur, en France, parler de bonheur, c'est compliqué, donc mesurer le bonheur dans les politiques publiques, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué.
Eh bien, dans ce cas-là, on peut faire sans mesure. C'est moins bien, parce qu'on peut se retrouver dans la situation de Rotterdam en se disant, bon, les gens qui travaillent moins, normalement, sont plus heureux, et puis, en fait, c'est pas ça, ce qui se passe dans la collectivité territoriale. Mais on peut faire sans mesure, et faire sans mesure, ça veut dire simplement, on part d'une revue de littérature, on part des études scientifiques existantes et qui ont été faites ailleurs. Et puis, il y a une dernière façon de faire, qui est la plus mauvaise, c'est faire ce qu'on appelle une étude de Delft. L'étude de Delft, c'est on demande à des experts et on essaie de faire en sorte que les experts aboutissent à un consensus. De mon point de vue, c'est la plus mauvaise façon de faire. Mieux vaut faire une revue de littérature, mieux vaut mesurer que faire une étude de Delft. Je terminerai cette dernière partie sur la question de l'éducation, de l'instruction et du bonheur. Et alors, je vais poser des questions, mais je n'attends pas de réponse. On pourra en parler après dans la série des questions-réponses. Combien de temps avez-vous passé à étudier le bonheur comme objet scientifique à l'école afin de mieux construire vos vies? Moi, ma réponse, c'est 0. Bon, sauf effectivement lorsque j'ai fait mon doctorat avec mon mentor et puis mes directeurs de thèse, mais sinon, c'est 0. Et puis, deuxième question. Est-ce que les gouvernants ne prendraient pas de meilleures ou de moins mauvaises décisions, selon la perspective que l'on a sur le sujet, s'ils avaient eu une éducation en profondeur sur la science du bonheur? Moi, ma croyance, c'est qu'on prendrait de meilleures décisions, de moins mauvaises décisions, si on avait une éducation en profondeur sur la science du bonheur, et ce pour 2 raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'une personne en responsabilité penserait différemment parce qu'il aurait eu cette éducation sur la science du bonheur, donc la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que les gens autour de lui, les citoyens, eh bien, penseraient aussi différemment. Et cette idée-là, je pense qu'elle marche dans les démocraties, mais elle marche aussi dans les dictatures, parce que les dictatures aussi doivent faire attention à ce que pense la population. Et cette question me permet d'introduire quelque chose que j'ai fait. J'ai écrit un livre qui est gratuit, qui est totalement gratuit, qui le restera, qui est téléchargeable, partageable. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de mail, je ne capte pas de mail, il n'y a rien de marketing derrière. Il s'appelle Le Livre du Bonheur. C'est un livre qui fait environ 300 pages. Qui donne gratuitement, sans pub, sans pub, sans mail, sans rien, c'est vraiment cadeau, qui donne une instruction à la science du bonheur. Alors, je ne suis pas la personne la plus compétente, parce que j'ai travaillé avec une personne qui est beaucoup plus compétente que moi, et je vois la différence de niveau, mais je me suis dit, je vais quand même essayer de faire partager la chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec le professeur Ludwig Noven, et donc, j'ai écrit ce livre-là, et il est téléchargeable sur le site lelivredubonheur.org, et il est téléchargeable aussi en anglais sur le site thebookofhappiness.org. Alors maintenant, en termes de conclusion finale, 2 idées. La première idée, c'est que la science du bonheur soit ou non considérée comme une science. Ce qui est important est que l'on comprend mieux ce que peut être le bonheur avec elle. Avec les recherches des chercheurs qu'on a vus, et puis les recherches de l'immense majorité des chercheurs qu'on n'a pas vus, on comprend mieux ce qu'est le bonheur, plutôt que si on n'avait pas toute cette recherche-là. Donc on peut appeler ça une science du bonheur ou pas une science du bonheur. En tout cas, à la fin, le fait qu'il y ait cette recherche-là apporte une compréhension beaucoup plus grande, notamment parce qu'à un moment, on quantifie, et en quantifiant, on peut répondre plus fortement à certaines questions. Et puis, dernier point, les études sur le bonheur peuvent aider dans la régénération des sociétés, c'est mon point de vue. Qui n'a pas envie de développer des sociétés où la plupart des gens, la plupart du temps, aiment la vie qu'ils mènent? Je vous remercie pour votre écoute, et si certains d'entre vous veulent être en contact avec moi, je vous laisse mon LinkedIn. Voilà, mais merci beaucoup.